Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui avant les premières grandes échéances de la saison, à savoir Paris-Nice et Tirreno-Adriatico qui arrivent ces prochains jours. Et bien après un mois et demi de compétition sur route, on va prendre le temps ensemble de revenir sur les principales choses qui se sont déroulées sur ce début de saison 2026. Bien sûr, on ne sera pas exhaustif, c'est impossible, hein, sur un mois et demi de compétition évidemment, donc on va sélectionner quelques éléments, et notamment, on est en France, on est français, on va pas y manquer, Paul Sexas, qui a décroché ses premières victoires professionnelles avec une étape du Tour d'Algarve et l'Ardèche classique. Un niveau assez fort, et on verra plus en détail tout ça, aussi qu'est-ce qu'on retient globalement du début de saison, et bien sûr aussi les pronostics pour Paris-Nice et Tirreno-Adriatico qui commencent dimanche et lundi prochain. On va voir tout ça bien évidemment avec notre équipe du jour. Je vais vous les présenter, nos trois chroniqueurs du jour. On est avec Hugo pour commencer. Salut Hugo. Salut. On complète notre équipe avec Louis qui est de retour. Salut Louis. Salut Mathieu, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. Et on complète notre équipe du jour avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors comme je l'ai dit en introduction, on va donc commencer par Paul Sexas, le français qui est attendu par tout le monde, par beaucoup de monde. Et l'année dernière, il nous avait fait une fin de saison assez incroyable, avec notamment en point d'orgue la médaille de bronze sur le championnat d'Europe. On en avait pas mal parlé déjà à ce moment-là. Mais là, vu le début de saison qu'il nous a fait là sur cette dernière semaine avec le Tour d'Algarve et l'Ardèche classique, je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer le cas du français, le 19 ans de Decathlon CMA CGM, qui est donc allé décrocher ses deux premiers succès chez les professionnels. Et un premier succès chez les pros en battant Juan Ayuso et Joao Almeida sur une arrivée au sommet, au Tour d'Algarve. Bon, déjà, ça place un petit peu le personnage là où il en est actuellement, sur son début de deuxième année chez les professionnels, lui qui a à peine un petit peu plus de 19 ans. Alors, première question déjà introductive pour placer un petit peu là où on en est par rapport à Paul Sexas. Est-ce que, messieurs, ça vous impressionne de voir Paul Sexas à ce niveau, comme ça, au début de sa deuxième année professionnelle, par rapport aussi à ce qu'il avait pu montrer sur ses performances de l'année dernière? Alors, je dirais pas que c'est une surprise, parce qu'on connaît le talent et le potentiel de Paul Sexas. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, et ce que je trouve vraiment bluffant, c'est la progression sur un an. C'est-à-dire que là, quand on voit les victoires, elles sont exceptionnelles à la manière. Mais moi, je repense vraiment à ces débuts l'année dernière chez les pros, où je le revois à la Marseillaise. Notamment, c'était sa première course. Et là, je me dis, mais le cap qu'il a passé en un an, c'est fou. Bah, évidemment, on a eu la médaille de bronze l'année dernière au championnat d'Europe. On a eu un bon Tour de Lombardie. Il y a eu la victoire sur le Tour de l'Avenir. Mais dans la manière de courir, et ce qui est vraiment impressionnant, c'est vraiment qu'il sait tout faire. On a vu là, sur ses premiers jours de course en 2026, quelqu'un qui sait grimper, quelqu'un qui sait descendre, quelqu'un qui sait rouler, qui n'a pas de faille et qui sait tout faire. Donc ça, c'est vraiment bluffant, je trouve. Au-delà de simplement ajouter des belles courses à son palmarès, de débloquer son compteur chez les pros quand même, c'est un moment important dans une carrière. Non, vraiment, la manière est franchement impressionnante. Oui, c'est vrai que il montre qu'il est très bon sur plein de domaines. Parler au côté grimpeur, on l'avait déjà vu pas mal de fois. Le côté bon rouleur, on sait que c'est une de ses forces. Il avait été champion du monde junior du contre-la-montre, et là, Tour d'Algarve, il est 4e du contre-la-montre à 13 secondes de Filippo Ganna sur 19 km. Bon, on n'a pas eu beaucoup de grimpeurs français capables de rouler aussi bien sur des chronos. Et oui, après le fait aussi, on avait pu voir notamment sur l'Ardèche classique, être excellent descendeur.
Je crois qu'il avait battu le record de la descente sur Strava de la côte de Saint-Romain-de-l'Air. Ça marque aussi les esprits. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Paul Sexas sur ce début de saison? Est-ce que il a été impressionnant pour toi, ou comme disait Louis, finalement, pas si surprenant dans une progression continue? Bah, ce qui est dingue avec Paul Sexas, c'est que vu la fin de saison dernière, on trouve ça presque normal. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, alors qu'il n'a que 19 ans. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est un bon grimpeur, un bon rouleur. Et ça, c'est très important pour gagner, dans le futur, on l'espère, des classements généraux. Parce que sur un point de vue plus global, en France, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un potentiel. Parce que pour l'instant, bon, il progresse, mais pour l'instant, ça reste encore un potentiel très très intéressant sur ces deux terrains. Parce qu'on sait que pour gagner des très grandes courses, pourquoi pas plus grandes plus tard, il faut être fort aussi en contre-la-montre. Oui, on a eu, on nous ressort toute la longue liste des possibles successeurs de Bernard Hinault. Il y a eu beaucoup de bons grimpeurs, très bons grimpeurs, et toujours ce côté où le contre-la-montre parfois est tendance à être un peu le point faible. À se dire que bon, le contre-la-montre, ça devrait normalement pas être un point faible, ou pas vraiment, en tout cas pour Paul Sexas. Hugo, pour terminer ce tour de table aussi introductif, pour toi, est-ce que aussi il y a ce côté où la façon de courir est marquante aussi chez Paul Sexas? Je pense que c'est un peu dans la lignée, je veux dire, de Pogačar pour simplifier, mais voilà, des jeunes aussi de Evenepoel qu'on a vu, où dès la sortie des juniors, dès les premières années, ils osent déjà. Il y a une mentalité qui est beaucoup plus offensive, et je pense que s'il avait commencé 5 ou 10 ans plus tôt, il n'y aurait peut-être pas eu déjà des grands raids comme ça. Je veux dire, il témoigne aussi de l'évolution du peloton de manière générale, où on n'a plus forcément peur d'attaquer à 1 heure de l'arrivée et puis de finir tout seul. Comme ça. Bon, il faut être confiant dans ses capacités, évidemment, mais c'est aussi un signe de maturité qu'il a déjà pour ça. Oui, ça c'est sûr que pour faire une quarantaine de kilomètres en solitaire, comme il l'a fait sur l'Ardèche classique, c'est assez costaud. Et d'ailleurs, on parle du fait que Paul Sexas est jeune, il a 19 ans, pardon, 5 mois et quelques jours. Il est devenu, le week-end dernier, le plus jeune coureur à remporter une course d'un jour de niveau Pro Series, avec justement l'Ardèche classique. Et sa première victoire chez les pros, il l'a eu à quelques jours près, au même âge que Remco Evenepoel, ce qui place un petit peu le niveau pour faire des comparaisons au niveau de l'âge, même si bon, Paul Sexas l'a eu sur sa deuxième année professionnelle, alors que Remco Evenepoel c'était sur sa première année professionnelle, lui c'était en 2019. Donc voilà, puis avec Hugo, tu parlais un petit peu de la comparaison avec Tadej Pogačar. J'avais vu moi un commentaire d'un anglophone, donc pas un internaute français, mais sur les réseaux, qui disait un peu en deux temps, dans un premier temps de dire ah, on a Paul Sexas, est-ce que ça va pas être le coureur qui va nous concurrencer Tadej Pogačar? Et dans un second temps, même si ça viendra plus tard, dans un second temps de se dire bon, il faudra pas maintenant qu'il nous plie les courses comme Pogačar à chaque fois. Mais du coup, est-ce qu'il y a pas un peu toute cette hype aussi autour de Paul Sexas qui dit là on a le prospect qui peut aller nous titiller les sommets? Surtout parce qu'il est français, j'ai envie de dire. Enfin, nous, on est beaucoup dans un C'est cadre vrai que ça français, joue. mais je vais dire, comme il doit y avoir une certaine émulation au Mexique autour de Del Toro, par exemple, ou d'Almeida au Portugal, même si les deux là, c'est des équipiers de Pogačar, donc c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est un peu l'idée qu'il y avait, notamment sur le forum, c'est bon pour une fois, c'est nous qui avons le talent brut, etc. Laissez-nous un peu en profiter. Il y a un petit peu de ça, ouais. Et justement, Louis, Michael, Hugo, est-ce que les victoires de Paul Sexas, là, ces deux premières victoires chez les pros, elles vous ont dégagé quelque chose de particulier au niveau de l'émotion, du ressenti à voir? Alors, on va dire qu'il y a les deux victoires sont totalement différentes. Sur la première, en Algarve, moi, ce que j'ai trouvé
impressionnant, c'est sa capacité à bien gérer le final face à Ayuso, c'est-à-dire qu'il lance le sprint à la seconde près où il fallait le faire pour que derrière il manœuvre le parfaitement possible. Je ne sais pas à quel point il y a des capacités d'analyse du final en amont de la course, etc., ou si c'est vraiment du pur feeling d'un l'instant, il voit que le virage prochain il se resserre un peu. Enfin, en tout cas, c'est assez impressionnant de voir comment il a tout fait à 100%. Et sur la deuxième victoire, qui est dans un contexte totalement différent, il court en patron, il se met devant, il lâche tout le monde au train. Et il fait un numéro de 40 bornes. Donc, les deux victoires sont totalement différentes, mais elles marquent les esprits par la manière. Et en fait, c'est là où on voit, en fait, on a déjà un coureur qui est capable de gagner dans des schémas de course complètement différents. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, Mickaël, on peut se dire un peu comme ce que vient de dire Louis, que si on regarde Paul Sexas sans forcément savoir l'âge qu'il a, on voit un coureur qui a, en termes de maturité, bien plus que 19 ans. Exactement. Il sait déjà lire la course, ce qui est pas donné à tout le monde. Généralement, les jeunes, quand ils arrivent, des fois, ils sont un peu foufous. Lui, il arrive déjà à faire l'effort au bon moment. Comme samedi, il a fait la course pour faire la différence. Il a dû juger que c'était le bon moment et il a géré et il a largement gagné. Oui, ça, c'est un signe d'une maturité qui est déjà exceptionnelle. Et puis par rapport à la maturité, je sais que j'avais pu voir dans les articles qu'on avait pu voir sur les années précédentes, tout un peu cet aspect d'un coureur aussi qui anticipe, qui prépare vraiment sa carrière, qui construit et qui sait où il veut aller, il avait fait le forcing par exemple pour faire le mondial contre la montre chez les juniors en 2024, parce que c'était dans une démarche de travailler le contre-la-montre. Bon, en plus, il a eu le maillot arc-en-ciel au bout, mais ouais, il y a ouais, un peu cet aspect assez particulier d'un coureur qui déjà sait ce qu'il veut et qui est assez frappant, et aussi par rapport au fait de vraiment savoir savoir ce que Paul Sexas veut. Maintenant, il y a une interrogation, et la question que tout le monde pose, je vais vous la poser évidemment, c'est la suite de son programme. On sait ce qui a été annoncé par son équipe Decathlon CMA-CGM avant le début de la saison. La première partie de son programme, on la connaît jusqu'à avril. Là, il a fait le Tour d'Algarve, il a fait l'Ardèche classique, et il va enchaîner avec samedi l'Estrade Bianche, puis en avril le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais ensuite, pour la deuxième partie de saison, c'était à voir, à décider ultérieurement. Est-ce que Paul Sexas, maintenant avec ce qu'il a montré, tout ce qu'on sent du grimpeur lyonnais, est-ce que Paul Sexas doit pour vous faire le Tour de France dès cette année, dès 2026? Mickaël? Sur le papier, pour un coureur de 19 ans, j'aurais dit c'est trop tôt. Mais vu comment il passe les paliers rapidement, moi je me dis pourquoi pas. Après, apparemment, c'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est le seul tour qu'il pourrait éventuellement faire parce qu'on sait déjà qu'il fera pas l'Italie et pas l'Espagne. Donc, faut-il attendre l'année prochaine pour qu'il découvre les grands tours? Genre comme ça dit non. Donc, je me dis oui, faut qu'il aille sur le Tour de France. Oui, c'est vrai qu'on a vu là ce mardi l'équipe qui évoquait toute la suite de son programme et qui disait l'objectif déjà envisagé pour sa fin de saison, c'est les mondiaux avec un passage par les classiques canadiennes, puisque les championnats du monde seront à Montréal, donc ça tombe bien, permet de faire un bon enchaînement. Sauf que faire les classiques canadiennes, ce n'est pas compatible avec la Vuelta, qui se termine au même moment. Donc on sait que le Giro ne sera pas pris en compte, ce qu'il arrive un peu trop tôt par rapport à tout ce qui a déjà été préparé. Forcément, si tu fais pas le Giro, si tu fais pas la Vuelta, si tu veux faire un grand tour, c'est forcément le Tour de France. Donc là, il n'y a pas mille choix, en effet. Hugo, est-ce que toi tu penses que le Tour de France, ça serait un bon choix pour Paul Sexas? Je pense que oui, de toute façon, comme ce qu'on disait sur il sait ce qu'il fait, je pense que s'il estime qu'il en est capable, il y sera. Je pense que l'équipe s'opposera pas à sa décision, quelle qu'elle soit. Donc après, c'est aussi voir par rapport à ce qui était annoncé, parce que ce qui était annoncé du côté de la Décathlon, c'était une équipe plutôt autour de l'AFCOI pour le Tour. Mais d'une part, il y a Sexas qui a progressé, je vais pas dire peut-être plus vite que prévu, mais qui a des performances qui font forcément reposer la question.
sachant qu'en plus Olaf Koy a été malade sur le début de saison, n'a pas encore repris. Donc il peut y avoir aussi des doutes sur, je vais pas dire sur son niveau, mais sur sa capacité d'adaptation pour ses débuts dans l'équipe, etc. Donc ça peut au moins faire pencher la balance du côté du français, voire pousser à revoir complètement les plans. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect de... il y a toujours cette incertitude autour de l'AFCOI qui n'a pas encore commencé sa saison pour l'instant. Et de se dire que si Decathlon CMA CGM s'aligne au départ du Tour de France sans l'AFCOI et qu'on décide de ne pas y mettre non plus Paul Sexas, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'objectifs pour une équipe qui veut être top 5 équipe sur l'ensemble de la saison? Et je pense que si Sexas va au Tour, ce sera pas pour faire la figuration. Pas dire qu'il faut forcément une équipe qui soit complètement à son service, mais ça peut être difficilement conciliable avec un sprinter qui vient avec 4 ou 5 personnes pour lui. Oui, voilà, il faut voir. Après, on peut dire que Paul Sexas, ça peut être son premier grand tour, un peu de la découverte, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 7 grimpeurs à ses côtés, et que ça peut s'organiser, s'arranger avec un petit train pour l'AFCOI. Ça peut être à voir. Ça peut être genre une équipe scindée en deux, avec deux grimpeurs autour de Paul Sexas, par exemple. Louis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais favorable, toi aussi, à voir Paul Sexas au départ du Tour de France, alors qu'il aura pas encore 20 ans au départ de la Grande Boucle cet été? Alors j'ai envie d'y être favorable pour qu'il y soit. On a évoqué avec Michael, Hugo, des raisons liées notamment à la construction d'une équipe. Peut-être est-ce que c'est au bon moment dans l'étape est-ce que c'est la bonne étape dans la progression de Paul Sexas, etc. À un moment donné, je pense qu'on a face à nous quelqu'un qui est là pour marquer l'histoire, tout simplement de son sport. Si on prend l'exemple du numéro 1 actuel, Pogačar, son histoire avec le Tour de France, c'est que deuxième saison chez les pros, je crois. Il fait son deuxième grand tour au moment où il gagne son premier Tour de France. Il avait fait podium sur la Vuelta l'année d'avant. Là, on a peut-être quelqu'un qui a potentiellement un scénario où, pourquoi pas, il se retrouverait en état de gagner son premier grand tour, son premier Tour de France, direct, deuxième année de saison pro. Ce serait une histoire qui s'écrirait. Je pense que c'est ce dont rêve Paul Sexas, honnêtement, parce que ce gamin, il a pas froid aux yeux. Il a envie de voir très grand tout de suite, ça se voit. Et au pire, imaginons, il se foire complètement. Enfin, il foire, je sais pas, on peut pas dire se foirer, mais qu'il y a un échec, il tombe sur plus fort. Et ça fera partie de son histoire. Il aura peut-être besoin de passer par des échecs pour viser plus haut l'année d'après. Et en fait, on est quand même dans un sport comme le vélo où on a besoin d'histoire, on a besoin de rêves, où tout est possible, on sait jamais ce qui peut se passer. Et les histoires s'écrivent sur la route. Et en tout cas, cette position dans laquelle se trouve Sexas, dans laquelle se trouve son équipe également, parce que mine de rien, pour Decathlon CMA CGM, c'est quand même... si l'équipe se présente avec Paul Sexas, le talent attendu par tout un pays, évidemment, il y aura les projecteurs dessus, ça va s'apprendre, ça va se vivre et ça va être intéressant à observer. Mais en termes d'exposition médiatique pour les sponsors, c'est absolument énorme ce qui va se passer. Et au pire, si c'est un échec, ça fera partie du récit de l'histoire de Paul Sexas. Et dans 10 ans, on s'en souviendra. Et donc, en tout cas, moi, j'ai envie de le voir sous le Tour. Après, il y a tellement de facteurs qui font de est-ce que c'est le bon moment dans sa progression, est-ce que c'est pas un risque de le cramer. Il y a plein de choses qui sont à peser pour et contre. Il y a des gens qui sont experts pour peser ça. Mais d'un point de vue exposition, d'un point de vue histoire, j'ai envie de le voir sous le Tour. C'est vrai que t'évoques l'aspect pression qu'il y a. Paul Sexas, il suffit de le voir, il a gagné une classique, une course d'un jour qui n'est même pas World Tour, il fait la une des journaux. Ça place déjà toutes les attentes qu'on a à son sujet et toute l'aura médiatique qu'il y a autour de lui. Mais c'est vrai que personnellement, avant de lire les infos dans l'équipe, comme quoi il n'envisageait pas de faire la Vuelta, je me disais que la Vuelta pouvait être un bon point de départ comme Grand Tour, mais un des contre-arguments était de dire que de toute façon il faudra bien qu'un jour ou l'autre il découvre ce que c'est la pression du Tour de France, et sur un autre Grand Tour il ne pourra, quoi qu'il arrive, jamais avoir la même découverte de pression qu'il y aura sur le Tour de France. Donc
tant qu'à faire, autant y aller directement. Est-ce que ça peut aussi rentrer en compte de se dire, bon bah, il faudra bien découvrir cette pression un jour, autant y aller franco et découvrir la première fois une course de 3 semaines, la première fois la pression du Tour, pour peut-être que l'année d'après il sera encore plus prêt avec l'expérience. Et je sais pas, je me projette, mais de dire que 2027 il pourra prétendre à la victoire sur un grand tour, pas forcément le tour, mais sur un grand tour quoi. Mais d'ailleurs, tu parlais de la Vuelta. Moi, je suis pas sûr que ça l'intéresse grandement de gagner la Vuelta. Je suis pas sûr que Decathlon, CMA, CGM, ça les intéresse. Enfin, c'est fou ce que je vais dire, hein, parce qu'on parle on parle de la Vuelta, genre. La Vuelta je pour pense un grand tour tout court pour un coureur français, je prends. On attend depuis 95. Mais bien sûr, mais je pense que c'est que ça, s'il ne rêve que du Tour de France. Et il n'y a que ça qui l'anime. En termes de projection de carrière, hein. C'est-à-dire que, admettons, il gagnerait 5 Vuelta dans sa carrière et 0 Tour de France. Je pense enfin, je parle avec le degré d'aujourd'hui, mais il ne serait pas satisfait de sa carrière. Enfin, et c'est pour ça que je pense qu'il va construire tout son parcours autour du Tour de France et donc la meilleure façon de faire, c'est d'aller sous le Tour dès la première année, parce que c'est là où il veut écrire son histoire. Ouais, c'est vrai. C'est important après pour toute une construction d'ensemble, mais bon, du coup, si je comprends bien, pour l'instant il y a rien d'acté sur la participation de Paul Sexas au Tour de France, mais en faisant un recoupement de toutes les infos qu'on a par-ci par-là, le fait qu'il ne fera pas le Giro, le fait qu'il ne devrait pas faire la Vuelta puisqu'il vise les mondiaux, et que en plus on rajoute un Olaf Koy qui n'a pas encore commencé sa saison, il y a les incertitudes autour du sprinter néerlandais. Tout ça fait que tout mène à voir Paul Sexas faire le Tour de France cet été. J'ai l'impression. Exactement. Parce que l'autre tête d'affiche pour la montagne ne fera pas le Tour de France, donc... Oui, tout à fait, parce que Félix Gall sera au départ du Giro, pour la Decathlon CMA CGM, en effet. Alors après, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais il y a encore Mathieu Riccitello. Bon, Riccitello, on a vu au Tour d'Algarve, en tout cas au Tour d'Algarve, il était derrière Paul Sexas, et Mathieu Riccitello fera au moins la Volta. Mais je sais pas, peut-être qu'on peut envisager Mathieu Riccitello comme soutien de Paul Sexas sur le Tour de France. Ça serait un soutien plutôt intéressant en tout cas. Bon, du coup, si on part sur ce principe que Paul Sexas part pour faire le Tour de France, ça serait pour y faire quoi? Est-ce que c'est juste pour apprendre, ou est-ce que ce serait pour y faire quelque chose? Parce qu'il faut aussi le voir dans l'ensemble de sa saison. On voit que c'est un coureur qui vient de gagner ses premières courses, qui fait relativement peu de courses. Je l'ai dit, Strade Bianche, puis après c'est Tour du Pays Basque, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, avec l'objectif de performer, en se projetant sur le Tour de France que Paul Sexas serait amené à faire. Qu'est-ce que vous le verriez faire, Paul Sexas, sur la grande boucle cet été? On se projette, mais c'est pas mal, on est dedans là. Pour moi, là, il serait dans la longue liste des prétendants pour la 3e place, je pense. Après avoir... Ce qui est prévu, il me semble, c'est que Vingegaard fasse le Giro avant, donc à voir dans quel état il en sortira. Mais en l'état actuel, on aura peut-être un élément de réponse déjà samedi avec l'Estrade Bianche, mais Pogačar semble quand même au-dessus du lot. Mais après, pour l'instant, je le placerai dans la liste de ceux qui devraient se battre pour la 3e place avec des Evenepoel, Lipovic, Almeida. Non, Almeida, il n'est pas prévu, il me semble. Mais Del Toro, pardon. Éventuellement un Ineos type Only, etc. Louis Michael, est-ce que vous êtes sur le même objectif que Paul Sexas? Il va pas aller sur le Tour de France juste pour découvrir qu'il y a un objectif de résultat derrière et qu'il serait en mesure de faire. Évidemment, s'il y va, il ira dans le but de gagner le Tour de France. Même si on nous dira peut-être pas ça dans les médias, dans les discours, etc. Il y aura peut-être, et encore une fois, on hypothétique sur une possible participation. Si évidemment il y va, on dira peut-être pas forcément des grandes choses, on nous promettra rien, mais s'il y va, s'il s'aligne au départ du Tour, c'est pour jouer la gagne face aux meilleurs du monde, et après sur ce que je le vois faire, on est qu'au début de saison, on n'est pas au bout de nos surprises là sur les prochaines courses qui arrivent. On a parlé notamment des Strade Bianche, ça se trouve
On sait pas, mais Paul Sexas sera au niveau de Tadej Pogacar sur les Strade Bianche et on se mettra à rêver de peut-il le battre sur telle course, peut-il le battre sur la suivante, peut-il le battre sur la suivante, et on se dira bah oui, on est au départ du tour et qu'est-ce qui se passe? Il vise quoi, Paul Sexas? Et donc c'est encore très tôt pour essayer de définir une échelle. On est là en train de faire des scénarios, mais on n'est pas au bout de nos surprises, ne serait-ce que sur ce début de saison. Oui, on est là à s'enflammer, mais il peut se passer pas mal de choses et on peut être surpris sur toutes les courses de Paul Sexas, mais ce qui est sûr, c'est que il s'aligne au départ des courses pour viser haut, pour viser la victoire. Je me projette encore plus loin, mais j'ai envie de dire on parle du fait de remporter le Tour de France. Il y a déjà cet objectif, mais on sait qu'on a aussi toute l'histoire on n'a pas eu de victoire française sur une course par étape pour le Tour depuis 2007. J'ai envie de dire que maintenant qu'on a Paul Sexas, la question c'est plus si, mais quand ça sera fait, entre guillemets. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut avoir de grands espoirs avec lui. Ça, c'est bien. Concernant le Tour, franchement, j'ai du mal à savoir. Bah, c'est sûr que je pense qu'il va pas y aller pour faire 20e, s'il y va. Après, là, franchement, j'ai du mal à me projeter aussi loin. Après, oui, c'est sûr que si on part du principe qu'il y en a deux qui sont largement au-dessus, qui peut être le meilleur des autres? Est-ce que ça peut être lui, déjà? Là, comme ça me paraît très fou, mais bon, on voit que j'ai un peu l'impression qu'avec lui, le mot impossible n'existe pas, mais... Ouais, c'est un peu ce qu'on avait pu se dire l'année dernière, c'est se dire que sur le papier, bon, monter déjà sur le podium du Tour, ça semble un petit peu haut, mais il semble capable de tout, donc il faut se dire, il peut le faire un jour, si ça peut être 2026, ça peut être 2027, 2028, etc. On verra bien. Mais là, je me projette. Vous allez dire, on va dire que je m'enflamme, mais j'ai envie de dire que Paul Sexas, il a le potentiel, reste juste à savoir quand il va se matérialiser. Et ça viendra avec le temps, avec l'expérience, peut-être, on verra tout ce genre de choses. Mais bon, voilà. Tout ça mène forcément à parler beaucoup de Paul Sexas, avec toute une enflammade, j'ai envie de dire. Faudra voir aussi comment est-ce que la pression glisse ou pas sur lui. Ça, c'est aussi important à prendre en compte. En tout cas, il a l'air d'être assez bien protégé, verrouillé au sein de la Decathlon CMA CGM. Donc il faudra évidemment suivre tout ça avec attention. On va pas mettre trop d'impatience non plus, on verra bien tout ce qu'il sera en mesure de faire. Bon, voilà. Pour Paul Sexas, on va pas passer tout le podcast sur lui, sauf si vous avez un autre point, un autre élément à rajouter à propos de Paul Sexas, qui nous a remporté déjà le Tour de l'Avenir l'année dernière. Oui, vas-y Louis. Je pense qu'on peut préparer nos auditeurs à entendre parler de Paul Sexas pendant au moins 10-15 ans, peut-être. Et ça va revenir régulièrement. Que peut-être qu'on aura un point à chaque numéro. Le point Paul Sexas. Alors, où est-ce qu'il en est dans sa quête du Tour de France, dans sa quête de je ne sais quel record, et que ça deviendra un rituel. Je pense qu'on peut s'y préparer. Oui, c'est comme j'avais parlé de la comparaison avec Tadej Pogacar tout à l'heure. Ça peut, on verra bien, mais ça peut, sur le papier, devenir le Pogacar français des années 2025 et au-delà. Donc bon, on verra bien après, en fonction de comment ça se passe après. On va dire déjà si ça amène une vraie concurrence sur plusieurs courses avec Tadej Pogacar, ça sera déjà pas mal, parce qu'on a l'habitude de voir le Slovène dominer relativement facilement, et encore c'est un euphémisme, pas mal de ses courses, pas mal de ses victoires. Et ça pourrait commencer déjà pour sa saison par les Strade Bianche samedi, mais on verra ça ce week-end. Mais justement, on va se pencher sur ce qui s'est passé en dehors de Paul Sexas, parce qu'il n'y a pas eu que Paul Sexas, ne serait-ce que côté français, il n'y a pas eu que Paul Sexas. Qu'est-ce que vous retenez, messieurs, globalement, de ce début de saison ? Je pose une question volontairement large, parce qu'il y a plein de choses, plein d'éléments qui peuvent venir en tête. Ça peut être très large. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, de souligner de ce début de saison depuis le lancement en Australie? Tiens, Louis, pour commencer. Eh bien, j'ai envie de faire un petit peu dans l'originalité. Je ne vais pas parler d'une équipe française, d'un coureur français ou d'un grand cador. Et j'ai envie de mettre en avant le début de saison de Mauro Schmid,
le champion de Suisse, dont on doit pas parler très souvent dans le podcast, mais j'ai été assez impressionné par notamment sa victoire sur le Tour de Man, où il m'a pour le coup vraiment impressionné sur des qualités de puncher et où il bat notamment Christian Scaroni dans un final punchy. Il avait fait un très très bon début de saison du côté de l'Australie en terminant notamment deuxième du Tour Down Under, en terminant quatrième de la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Donc gros début de saison de Mauro Schmid avec une équipe Jayco qui tourne plutôt bien d'ailleurs, je trouve. Je les ai trouvés plutôt bien en vue sur ce début de saison. Donc voilà, pour faire un petit peu, pour sortir un petit peu des sentiers battus, je dis le début de saison de Mauro Schmid est franchement intéressant. Ses prochaines courses, si je crois à son programme prévisionnel, où on a notamment du Milan-San Remo, du Tour des Flandres, un petit peu d'Ardennaise, du Tour de Romandie, il sera peut-être pas forcément là. Enfin, en tout cas, c'est pas un coureur qu'on cochera dans les favoris. Mais sur une course, à un moment donné, on ne sait pas, un scénario un peu fou. Vu le début de saison du Suisse, qui est en pleine progression, et à un moment donné, ça pourrait pas être une petite surprise. C'est vrai qu'on parle souvent suffisamment des gros cadors pour aussi souligner quand on a l'occasion comme ça, tu fais bien de le faire, des coureurs qui sont pas les tout cadors, mais qui font des super résultats. Et ouais, Mauro Schmid qui a aussi remporté la Muscat Classique juste avant le Tour de Man, en battant Adam Yates dans un joli numéro à 2 avec Luc Plapp, son coéquipier chez Jayco à Lula. Donc, ouais, et je note qu'il est en fin de contrat avec son équipe Jayco, donc attention, c'est peut-être un coureur qui va finir dans une équipe mastodonte du circuit mondial. Alors sans vouloir réduire l'équipe Jayco, ça reste une belle équipe pour le Tour, mais c'est pas impossible que des grandes écuries comme UAE, comme Visma ou Ineos veuillent s'acquérir les services du champion de Suisse. En tout cas, là, ouais, il a fait un sacré début de saison. Alors, il avait déjà bien débuté l'année dernière, puisqu'il avait remporté la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Même si le Tour Down Under avait été un petit peu moins en réussite, mais là ouais, il a vraiment assez bien démarré la saison, le Suisse. Hugo, Mickaël, il vous a marqué Mauro Schmid aussi, si on regarde le petit œil à côté des gros cadors de la saison? Oui, il y a eu une belle victoire et en plus il est pas bon, il a un peu craqué sur la fin, la dernière montée au Tour, il a failli même gagner le Tour d'Oman. Donc ouais, très très gros début de saison de sa part. Donc c'est vrai que déjà 2 victoires, c'est vrai que je regarde, si on exclut les championnats ou les comptes rendus par équipe, il a pas souvent gagné. Ouais, je regarde, ouais, ça doit être la 2e fois qu'il gagne 2 victoires. Et on est début mars. Donc c'est de dire son début de saison. Il faudra suivre le puncher suisse. Est-ce que ça va continuer comme ça sur la même lancée, ou est-ce que ça va un petit peu se tarir en arrivant sur les gros rendez-vous? Parce que forcément sur un Milan-San Remo, sur un Liège-Bastogne-Liège, la concurrence va être un petit peu plus rude. Donc on verra ça, à quel point sera le coureur de l'équipe Jayco Alula. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce début de saison? Alors, comme coureur, j'ai choisi Tobias Lund Andresen, donc de Decathlon CMA CGM. C'est ça que ça fait long à prononcer. Parce que une victoire, il a gagné une étape sur le Tour Down Under. Il fait 3 podiums d'étape sur 3 autres. Et donc, gros début de saison pour le. Et il remporte, lui, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Lui, il remporte ça, effectivement. Et il a fait ce week-end 2 top 10 en Belgique, ce qui est quand même pas mal. Et c'est surtout aussi souligner le fait que voilà, vu qu'Olaf Koch n'a pas commencé sa saison, lui je pense qu'on peut considérer que c'est le sprinter entre guillemets numéro 2. Et pour l'instant, il répond parfaitement aux attentes de Decathlon, à savoir engranger des victoires. Oui, puis des victoires au sprint. Sam Bennett avait pas réussi à le faire en World Tour. Là, premier sprint de la saison, avec la nouvelle ère CMA CGM, c'est fait avec Tobias Lund Andresen. Donc ça commence pas mal en effet.
Et je crois que je crois que d'ailleurs même sur le week-end d'ouverture en Belgique, il me semble qu'il n'était pas forcément prévu de base et que il s'est retrouvé à avoir la place puisque Olaf Koy n'a toujours pas commencé sa saison. Mais donc ça le lance en effet quand même plutôt bien. Hugo Louis, pareil, pour rebondir sur Tobias Lund Andersson, est-ce que vous vous attendiez comme ça à le voir dès ses premières courses chez Decathlon remporter plusieurs victoires? Gagner autant peut-être pas, mais c'est vrai que c'était un jeune intéressant et je pensais justement à son ancienne équipe qui est la Picnic Postenel. C'est sûr qu'il leur aurait pas fait de mal parce que l'équipe ce début de saison est assez en difficulté. Donc quand on met ça en comparaison, c'est assez triste pour son ancienne équipe. Oui, c'est vrai que la Picnic, tu fais un bel euphémisme. J'ai vu, là, si on prend au classement par équipe, Picnic est 30e. Donc derrière la réserve de XDS Astana et Modern Adventure par exemple. Ce qui illustre le fait qu'il y ait une construction un petit peu compliquée pour cette saison 2026, sans vraiment leader de niveau World Tour après le départ notamment d'Oscar Onley. Ce qui a aidé financièrement l'équipe, mais pas sportivement. Il n'y a pas que des points positifs. Mais c'est vrai que du coup, en tout cas pour Decathlon, ça marche plutôt bien. Cette signature de Tobias Lund Andersson. Et Hugo, pour terminer comme ça les petites cartes blanches, qu'est-ce que toi tu aurais envie de retenir de ces premiers mois de la saison? Moi, je vais parler un peu de cyclisme féminin parce que Ah bah vas-y, c'est carte on n'a pas blanche. encore Donc, parlé. Et j'en parlais parce que notamment au World Tour, on a eu des résultats qui sont assez semblables à ceux de l'année dernière. C'est assez, pas dire intéressant, mais ouais, c'est particulier. ça peut se noter. C'est ça, puisque sur le Tour Down Under, on a eu une nouvelle victoire de Noémie Herweg pour la Suisse. Sur la Cadel Evans, on a eu une nouvelle victoire d'Ali Wollaston pour la FDJ Suez. Sur l'UAE Tour, on a eu une nouvelle victoire d'Elisa Longo Borghini avec plein de victoires de Lorena Vibas au sprint, comme à peu près à chaque course. Et même là sur l'Omloop Newsblad qui était donc le week-end dernier, on a eu une victoire de Demi Vollering qui est partie avec une autre coureur dans le final, sachant que l'année dernière elle était déjà partie avec une autre coureur dans le final, donc en l'occurrence pas la même, mais qu'il y avait 2 échappées devant. Donc là encore on a Vollering qui est dans les plus fortes sur l'Omloop. C'est assez répétitif. Après on sait qu'il n'y a pas forcément eu autant de changements que l'année dernière au niveau du mercato, donc c'est pas forcément une grosse surprise. Et un des éléments qu'on peut attendre au niveau du cyclisme féminin avec donc dans les courses qui vont arriver, c'est sur les stradés qui auront lieu samedi, avec la reprise de Pauline Ferrand-Prévot, donc la tenante du titre sur Paris-Roubaix et sur le Tour de France, qui va débuter sa saison avec a priori un duel contre Demi Vollering qui est la tenante du titre des stradés. Et ce duel, ce sera un peu un des fils rouges de la saison, puisqu'on devrait aussi le voir, sauf blessure ou tout ça évidemment, sur le Tour des Flandres début avril, sur la Flèche Wallonne, sur Liège-Bastogne-Liège, et la revanche aussi sur le Tour. Donc ça pourrait être un des moments, une des histoires entre guillemets de cette saison, c'est cette opposition entre les deux, entre la française de l'équipe néerlandaise et la néerlandaise de l'équipe française. Bon, en tout cas, écoute, si tu nous dis que tu fais le bon constat que on a commencé sur un début de saison, en tout cas en World Tour, plus ou moins copier-coller. Si ça continue comme ça fait le Tour de France pour Pauline Ferrand-Prévot. Moi, je prends, personnellement. Et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, elle devrait pas y retourner. Elle devrait pas y retourner. Ouais. Mais l'année dernière, c'était pas prévu non plus, donc on sait pas. On sait pas, il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, bon, après, il sera pas tout copier-coller, puisque j'ai vu que Demi Vollering a dit qu'elle visait le Tour d'Italie cette année, alors qu'elle avait remporté le Tour d'Espagne l'an dernier. Donc il y aura forcément des petites modifications sur la suite du programme, voilà. On verra. Mais oui, c'est intéressant à suivre, et puis c'est vrai qu'on a ce côté où déjà les favorites sont au rendez-vous, les cadors sont au rendez-vous. Comme Debbie Vollering, comme Elisa Longo Borghini, comme Lorena Vibus également pour les sprints. Et puis là tu parlais de la victoire de Noémie Ruck sur le Tour Down Under, ça nous a permis de voir un magnifique numéro tactique des UAE sur la dernière étape aussi. C'était assez assez fabuleux, j'ai envie de dire, j'ai pas les mots, même si on va pas cacher non plus qu'il y a eu pire, puisque vous parliez Louis, tu parlais de Mauro Schmidt.
La Jayco chez les hommes a fait pire sur le championnat d'Australie, qui a réussi à perdre un championnat gagné avec la victoire de Patrick Eddy, alors que Luke Plapp qui revenait sur Luke Durbridge, je crois, dans le final. C'était... J'ai pas de mots, voilà. J'ai pas de mots pour décrire tout ça. Mais ça fait partie comme ça des petits éléments qui ont marqué plus ou moins le début de saison. Voilà, moi je m'étais noté pas mal d'autres choses, mais notamment un truc que j'avais plutôt bien aimé là pour le peloton masculin, de voir plusieurs victoires pour les Flanders baloises avec Tom Krabbe au sprint, et pour les Van Rysel-Roubaix avec Joppe Hermans sur l'étoile de Bessèges et Arnaud Tendon sur le Tour de la Provence. Voilà, voir ces petites équipes pro team, les équipes continentales qui viennent gagner sur des courses de ce calibre, c'est toujours chouette. Et quand on sait aussi le contexte avec Flanders baloise qui est en incertitude pour son avenir, et à contrario Van Rysel-Roubaix qui depuis l'arrivée de Cyril Saugrin est une petite équipe mais qui monte, qui se construit bien, tout un projet intéressant. C'est des dynamiques différentes, mais c'est forcément toujours intéressant, je trouve, de voir comme ça des victoires qu'on n'attend pas. C'est ça aussi le cyclisme, de pas avoir que des victoires attendues, pas avoir que des choses anticipées d'avance. Ça fait partie du plaisir. De la même manière que à titre personnel, j'ai envie de rajouter la victoire de Romain Grégoire dimanche sur la Drôme Classique, on a eu du suspense, etc. Je sais pas vous, quelle est peut-être la course qui vous a le plus plu comme ça sur le début d'année, truc qui vient comme ça, mais voilà, j'avais bien aimé justement la Drôme Classique avec tout ce final avec Matteo Jorgensen et Romain Grégoire. Ça s'était pas mal bataillé, c'était vraiment sympa à suivre. Comme ça, vous avez envie de rajouter une ou deux courses que vous avez bien aimé sur le début de saison. Comme ça, c'est dur. Là, tu nous prends un peu par surprise. C'était pas prévu, mais comme ça m'était venu. Mais oui, alors bon, c'est pas forcément... Il y a eu tellement de courses. Parce que typiquement, bah après je suis pas très objectif parce que j'ai de l'affection personnelle pour Romain Grégoire, mais en effet sa victoire dans la Drôme, ouais, j'ai eu mes vrais premiers frissons de la saison. Ah, et ça compte quand on commence à se pencher sur ce qui s'est passé, de dire ah là j'ai vibré. Et voilà, c'est forcément un côté très subjectif, hein. Oui. Quelqu'un qui est fan de Romain Grégoire va vibrer sur une victoire de Romain Grégoire, quelqu'un qui est fan de Mauro Schmid va vibrer sur une victoire de Mauro Schmid, pour prendre un des exemples passés. Mais voilà, il y a toujours ces petits éléments, ces petites choses intéressantes à suivre. Mais en vrai, j'ai quand même pris une petite claque sur la victoire de Sexas en Algarve. Enfin, je m'attendais à ce qu'il soit à la bagarre, qu'il mette à mal Ayuso notamment. Et la façon dont il a gagné, c'était quand même... c'est marquant quand même. Ouais, ça aussi, c'est une date qu'on a bien cochée et on se dit, ouf, là... cette victoire, cette arrivée, je pense qu'on l'oubliera pas de sitôt. Et pour finir sur le bilan de début de saison, vous m'avez parlé comme ça de coureurs qui sont pas des cadors, même si Hugo, tu nous parlais sur le peloton féminin des Demi Vollering, des Lisa Longo Borghini, Lorena Wiebes qui ont déjà répondu présent. Si on regarde sur le peloton masculin, parmi les grands leaders, les grands cadors qui ont déjà repris, je pense notamment à Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, est-ce qu'il y a des enseignements à leur sujet de ce qu'on a pu voir sur le début de saison? On a vu qu'Ayuso avait l'air assez, je vais pas dire épanoui, mais que ça avait l'air plutôt bien intégré chez Lidl Trek. Enfin, il semblait y avoir une dimension collective qui manquait peut-être un peu chez UAE. Donc, après une année peut-être un peu plus en demi-teinte en 2024-2025, ça semble redevenir un bon candidat aussi pour les grandes places, pour les courses par étapes, etc. Donc, ça peut être un duel intéressant sur les... Mais oui, j'allais dire justement sur les courses d'une semaine contre Almeida, par exemple. Peut-être pas tout de suite contre Pogacar, mais voilà, la revanche d'Ayuso peut s'annoncer intéressante. Bah, ça peut être déjà dès la semaine prochaine sur Paris-Nice, puisqu'ils seront tous les deux au départ. Mickaël, est-ce que, comme ça, par rapport à ces grands leaders, j'en ai cité 3, Del Toro qui a gagné l'UAE Tour, Remco Evenepoel qui a beaucoup gagné en Espagne, Juan Ayuso qui a gagné le Tour d'Algarve, est-ce qu'il y a des enseignements particuliers? Del Toro, oui, on voit que
quand il va avoir l'opportunité d'être le leader, il risque de pas en laisser beaucoup d'opportunités aux autres s'il continue sur cette lancée. Et parmi un grand leader qui a débuté ce week-end, il y a Van Der Poel, il est venu, il a gagné. C'est vrai, il faut pas l'oublier. On attendait qu'il gagne, il a gagné pour sa première participation à l'Omloop et Newsblad. Voilà, c'était un peu le Veni Vidi Vici, il voulait faire l'Omloop, il est venu, il a gagné. Voilà, la case est cochée, il va pouvoir partir sereinement dans la préparation de ses prochaines échéances sur les classiques. Il sera sur Il n'y a pas Tirreno. une stat que aucun coureur n'a réussi à gagner et l'Omloop et le Rond de la même année? Si, tout à fait, c'est jamais arrivé. Donc il faudra voir si Mathieu Van Der Poel arrive à le faire. En tout cas, j'ai vu qu'il avait cassé une autre stat par rapport à l'Omloop, puisqu'il est devenu le premier coureur champion du monde de cyclocross et vainqueur de l'Omloop et Newsblad la même saison, la même année. Donc ça déjà, c'est à noter. Puis il faudra voir derrière est-ce qu'il réussira à faire ce fameux doublé de la course d'ouverture en Belgique, l'Omloop et Newsblad, et de la grande classique en Belgique, le Tour des Flandres. Ça on verra, réponse dans un mois, un petit peu plus. Bon voilà, pour le bilan globalement du début de saison. Voilà, je sais pas si vous vouliez encore ajouter autre chose, mais on a dressé un panorama sympa. Vas-y Louis, je te laisse terminer. J'ai une petite question juste pour Hugo. On parlait de cyclisme féminin, de Ali Wollaston, qui est donc une coureure de l'équipe FDJ United Suez, qui est vraiment pas la plus connue de cette équipe. On parle notamment souvent de Juliette Berthet, de Demi Vollering, et en fait, Ali Wollaston, elle s'est imposée 2 fois sur le Tour Down Under, profil sprinter, et est-ce que, par exemple, c'est une athlète qui est capable d'aller jouer une victoire sur le Tour de France Femmes au sprint, c'est-à-dire d'aller battre une Lorena Wiebes qui est plutôt dominante dans ce domaine-là? En fait, globalement, le problème d'Ali Wollaston, a priori, c'est plutôt qu'elle frotte pas particulièrement bien. Donc là, sur les courses australiennes, il n'y a pas eu de trop grosses bagarres pour les sprints, des choses comme ça. Mais sur les courses européennes, il y a plus de fois où elle perd les roues, où elle n'arrive pas bien à se placer. Donc elle a moins l'opportunité de mener un sprint. Et il me semble que sur les quelques occasions où ça a pu être fait, elle était quand même un tour en dessous de Lorena Wiebes. Oui, en tout cas, a priori, c'est pas pour tout de suite. L'année dernière, elle avait pu participer qu'à un seul sprint sur le Tour de France. Elle avait pris la 3e place à Angers, derrière Lorena Wiebes et Marianne Vos. Angers, c'est là où il y avait eu la grosse chute, il me semble. Oui, aussi. c'est ça, la en chute effet. de Vollering, juste. Ça avait pu désorganiser un peu et faire des conditions qui lui plaisaient peut-être un peu plus. Voilà, mais Ali Wollaston, l'année dernière, n'avait gagné qu'à 2 reprises en Europe, la Classica de Almeria et une étape du Tour des Pyrénées. Donc on n'est pas sur du niveau World Tour, faudra voir, mais c'est vrai qu'on peut, tant qu'à être à parler des sprinteuses, on peut aussi évoquer le retour, entre guillemets, de Charlotte Cole, qui a gagné l'Omloop Van Het Hageland, si je ne me trompe pas de nom, Hugo. Elle qui a rejoint fin d'année dernière l'équipe Phoenix de Koninck. Donc un nouveau départ de la pique-nique, là aussi chez les femmes. Mais ça peut être intéressant à suivre également que pour les sprints côté féminin, pour essayer de peut-être espérer pas voir Lorena Wiebes encore une fois sans concurrence cette année sur les sprints. Il faudra voir ça si on a des batailles dans les sprints. Bon voilà, avec tout ça, on a donc fait un bon bilan assez large, assez global de ce début de saison. Comme je l'avais dit en intro, bien évidemment, on n'a pas été complètement exhaustif. Forcément, sur un mois et demi, on peut pas tout citer, pas tout évoquer. Voilà, vous pourrez compléter dans les commentaires en réaction sur ce que vous retiendrez, vos coups de cœur, vos points forts de ce début de saison. Pour finir, on va quand même se pencher sur les courses qui arrivent, les courses par étapes. Je veux pas faire l'offense de vous demander quel est votre pronostic pour l'Estrade Bianche, puisque il me semble qu'il y a un certain Slovène à la mèche qui est au départ, qui avait déjà gagné par le passé sur les chemins blancs italiens. Mais plutôt pour Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, puisque pour le coup Tadej Pogačar ne sera pas au départ de Tirreno-Adriatico, ni de Paris-Nice d'ailleurs. Quels sont vos pronostics, vos favoris pour ces 2 courses? On va commencer en France par Paris-Nice. Allez, pour vous, qui va remporter Paris-Nice? Il y a
beaucoup de prétendants, j'ai eu du mal à faire une liste vraiment restreinte, donc je vais vous laisser faire vos choix, et puis je verrai après pour pour passer compléter. Hugo, pour commencer, quel est pour toi ton favori, ton pronostic pour la victoire finale sur Paris-Nice? À voir, puisqu'il a eu une préparation un peu perturbée, puisqu'il devait reprendre la l'UAE Tour et finalement ça ne s'est pas fait. Mais je pense quand même que, a priori, Jonas Vingegaard reste au moins un favori naturel, sinon le grand favori, même si, comme on l'a dit, il y a une concurrence qui est quand même pas inintéressante. Oui, c'est vrai que Jonas Vingegaard doit reprendre sa saison, enfin il va reprendre, hein, dans quelques jours, dimanche, il va commencer sa saison sur Paris-Nice. Préparation de saison qui a été un petit peu perturbée parce qu'il avait une petite chute qui a fait qu'il n'avait pas pu qu'il avait choisi de ne pas se présenter au départ de l'UAE Tour, mais il sera bien là au départ de Paris-Nice. Paris-Nice dont il était au départ à 2 reprises. 2023, il fait 3ème derrière Tadej Pogačar et David Gaudu, ça on ne l'oublie pas. Et l'année dernière, ça s'était pas très bien fini, il avait dû abandonner suite à une chute. Donc on verra. On lui souhaite déjà que de finir sans chute, que ça se passe bien pour lui. Louis, toi, ça serait quoi ton pronostic pour cette édition 2026 de Paris-Nice? Eh bien, moi, je vais partir sur Juan Ayuso, parce qu'il a montré sur le Tour d'Algarve à quel point il était en forme, que le mariage avec sa nouvelle équipe semble plutôt bien lancé, et qui va arriver sur Paris-Nice, a priori, avec une équipe très très solide. On parle également peut-être de Mathias Chalmosieux. Donc le duo peut faire vraiment très très mal sur ce parcours-là. Au niveau du chrono, s'il y a un Matthias Vacek, un Lennart Kamna, un Krag Andersen, ça perdra pas beaucoup de temps. Donc gros collectif à prévoir pour l'équipe Lidl Trek, et le parcours convient vraiment bien à Juan Ayuso, qui, même s'il a été battu par Paul Sexas sur une arrivée punchy sur le Tour d'Algarve, il sera dans les tout meilleurs sur chaque arrivée punchy au sommet là que nous propose ce parcours de Paris-Nice. Donc pour moi ça va être le favori. Et en plus comme l'a dit, je crois, Michael, sur la forme de Jonas Vingegaard, où on a un petit peu d'inconnu, moi je vois bien Ayuso en profiter. Et puis Juan Ayuso, il avait fini 2ème sur la première arrivée au sommet du Tour d'Algarve, mais il avait remporté la 2ème, l'Alto de Maliao, une victoire au classement général, plus une victoire d'étape, donc il a montré qu'il était vraiment bien là, bien en forme. Et c'est vrai qu'on est sur un parcours de Paris-Nice qui a pas de montée très longue, pas mal d'étapes punchy, montées assez courtes, avec on va dire peut-être en juge de paix, on verra ou pas, hein. Peut-être pas l'étape qui arrive à Oron, 7 km à 7,2%, avec aucune difficulté avant. Oron, c'est là où Pedersen vient faire top 10 l'année dernière, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Bon, Pedersen pourra pas faire top 10 cette année à Oron, puisqu'il est toujours blessé, convalescent. Le Danois, mais qui espère être de retour pour ses principaux objectifs des classiques flandriennes. Et Mickaël, pour terminer, ça serait quoi, toi, ton pronostic pour ce Paris-Nice? Les deux me tentaient bien. Donc du coup, pourquoi pas aller sur un 3ème? Pourquoi pas jouer Almeida? Ouais, allez, ça fait pas mal de noms à citer, hein, mais... Pour le compte rendu, après la question c'est quelle équipe, parce que le compte rendu par équipe, faut quand même pas perdre trop de temps, parce que vu que le parcours, il est, on a déjà vu des parcours de Paris-Nice plus durs que ça, donc j'attends de voir si déjà son équipe va pas perdre trop de temps, et lui, est-ce que ce sera pas, entre guillemets, pas assez dur pour creuser, creuser les écarts, mais bon, on va partir sur lui. Oui, c'est vrai qu'on a toujours ce contre-la-montre par équipe à temps individuel, le format qu'on retrouvera d'ailleurs sur le prochain Tour de France, qui sera donc sur la 3ème étape, et derrière on a 4 étapes avec des petites bosses dans le final, entre 2 et 5 km, puis le samedi, l'arrivée au sommet à Oron, et le dimanche, l'étape de Nice, mais qui n'est pas l'étape traditionnelle, puisqu'on a un parcours qui est modifié. Cette dernière étape n'arrivera pas sur la promenade des Anglais, arrivera plutôt au stade de football de l'Alliance Riviera,
donc bien plus à l'est de Nice à cause des élections municipales, du premier tour des municipales qui aura lieu le même jour, donc qui va éloigner un petit peu les difficultés, et on n'aura pas les difficultés habituelles, le col d'Az, la côte de Peille. On finira par la côte du Lingador, 3,3 km à 8,8%, qui sera à peu près 20 km de l'arrivée. Donc peut-être un petit peu moins propice à des derniers renversements sur cette dernière étape. Pour compléter, je disais qu'il y avait pas mal de noms. Moi, je m'étais noté dans un coin de ma tête Oscar Handley, à me dire que ce parcours punchy de Paris-Nice pourrait lui réussir. En tout cas, il y a moyen que ça soit serré, vu le parcours qu'on a et le plateau qui nous est annoncé pour l'instant. On part pas sur le papier sur une ultra domination d'un coureur, et ça forcément c'est toujours aussi intéressant. Pour Tirreno Adriatico, à présent, j'évoque rapidement le parcours. Là non plus, on n'est pas sur un parcours extrêmement typé grimpeur. On va avoir principalement 2 étapes difficiles, avec des montées de 4, 5, 6 km, dont le samedi, une arrivée au sommet à Camerino, en haut d'une petite montée. Également, je vais vous laisser faire votre pronostic. Qu'est-ce que vous attendez pour la victoire sur Tirreno Adriatico, messieurs? Mickaël, je vais te laisser commencer. Alors là, c'est vrai que je sais pas trop quoi dire de base, parce qu'en fait, le parcours, en fait, il y a des moments où c'est assez vallonné, où c'est assez dur. La question, c'est est-ce que on va attendre la dernière heure ou pas? Parce que sinon, quelqu'un comme Filippo Ganna, même s'il y a qu'un contre-la-montre d'une dizaine de kilomètres pour commencer, s'il peut creuser des écarts, même s'il peut mettre un certain 30-40 secondes, est-ce que derrière, on va aller lui reprendre? Ça, c'est une des questions que je me pose. Ça serait une grosse cote, hein, mais pourquoi pas? Mais on sait que sur le Tirreno, il peut sortir de belles perfs sur des parcours un peu, on va dire, durs, mais pas non plus de la haute montagne. Donc, je me dis pourquoi pas pour lui. Oui, il suffit de voir que l'année dernière, Filippo Ganna avait terminé 2e de Tirreno Adriatico à 35 secondes de Juan Ayuso. Donc, on peut se dire, on sait jamais. Mais en effet, je note, tu prends un petit peu de risque, mais j'aime ça. J'ai envie de te dire, j'aime ça. Là, pour comparer au parcours de l'année dernière, on avait une arrivée au sommet de 7 km à 8%. Là, on sera sur des montées bien plus courtes sur le parcours de cette année. Louis, toi, quel serait ton pronostic pour la victoire de Tirreno Adriatico? J'hésite entre 2. Pour moi, il y en a vraiment un principal qui est le plus évident et à mon avis, c'est celui que Hugo dira. Mais moi, j'ai envie de dire Matteo Jorgensen, qui est pour moi le 2e favori si je recrois à la start list actuelle. Parce que sur le chrono, il sera dans le jeu. Parce que ce chrono, mine de rien, même s'il est assez court, il va quand même permettre d'établir une première hiérarchie. Et parce que sur les étapes difficiles, je le vois être parfaitement au niveau du favori numéro 1, Isaac Del Toro. Mais voilà, je vois bien Matteo Jorgensen gagner le général. Voilà. Eh ben, très bien, du coup, je laisse Hugo dire son choix. Est-ce que tu vas donner le coureur que Louis avait en tête? Alors, je suis en train de regarder la start list parce que je l'avais pas forcément en tête. Ça peut aider pour Je faire vois un de pronostic. qui il parle. Je vois de qui il parle. Mais je vais pas dire lui, je vais dire par l'expérience avec Primoz Roglic plutôt. Allez, donc Primoz Roglic, bon, Histoire de pour tourner un peu... une place de leader à réaffirmer parce qu'il y a un petit Belge qui a fait des siennes au début de la saison. Il va falloir qu'il remontre un peu c'est qui le patron. Ouais, puis Primoz Roglic, il connaît Tirreno Adriatico, il s'est déjà imposé à 2 reprises en 2019 et 2023. Voilà, bon, il faudra voir ce qu'il sera en mesure de faire. Face à notamment, j'imagine que Louis, c'est à lui que tu pensais, Isaac Del Toro. Exactement, ouais, qui fait quand même office de favori parce que évidemment sur le chrono il sera là, sur les arrivées punchy il sera là, donc ouais ça reste le favori numéro 1. Bon, Et par rapport à le choix, Roglic il est intéressant. Évidemment on va pas présenter le bonhomme, mais en plus comme c'est sa reprise, on sait pas dans quelle forme il arrive et ça peut être surprenant et donc ouais c'est intéressant.
Bon, en tout cas, moi, je m'étais noté mon petit choix de côté avant de vous interroger. Je m'étais noté Isaac Del Toro, mais en me mettant, ça serait serré avec Roglic, surtout par rapport au fait que le parcours semble pas un parcours qui donnerait beaucoup d'écart. Mais bon, on verra. Peut être surpris, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis on peut avoir des choses encore complètement différentes, évidemment. Bon voilà. Quitte à finir sur les pronostics, bon, je vous ai pas posé la question pour Strade Bianche chez les hommes, puisqu'on a Tadej Pogacar. Hugo, est-ce que t'as envie de te lancer sur un pronostic pour les Strade Bianche, et aussi, tant qu'à faire, pour le Trofeo Alfredo Binda, qui sera le week-end suivant, qui est la première grande classique du calendrier féminin? Voilà, donc pour les Strade Bianche, je pense que Demi Vollering a montré qu'elle était en forme, donc je pense que c'est la favorite numéro 1, avec aussi l'interrogation sur la forme en reprise de Pauline Ferrand-Prévot, puisque l'année dernière, elle avait fait sa reprise à l'UAE Tour, où elle avait fait un fond de top 10, il me semble, donc c'était pas mauvais, mais c'était pas au même niveau que ce qu'elle a pu montrer par la suite. Donc Vollering pour l'Estrade, pour Binda, je regarde s'il y a une start list qui est publiée. On a quelques noms qui ressortent. Alors sur Binda, il y a forcément, on est un petit peu loin. Balsamo qui est en forme. Voilà, on a une dizaine de jours, on n'a pas tous les noms. Si Elisa Balsamo pour la Lidl Trek y participe, on sera obligé de la mettre au rang des favorites, évidemment. Ouais. Comme Elisa Longo Borghini d'ailleurs, qui est souvent aussi en bonne condition à ce moment-là. Mais oui, c'est un peu tôt pour ne serait-ce que pour avoir une start list complète. Voilà. Bon, en tout cas, t'as cité Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, les deux dernières vainqueurs italiennes, 3 fois pour Balsamo, 2 fois pour Longo Borghini. On verra ça, mais on n'oublie pas évidemment le Trofeo Alfredo Binda qui sera dimanche prochain, le 15. Et j'ai une nouvelle petite question pour Hugo, en parlant de cyclisme féminin. À chaque fois, enfin, de toute façon, je suis pas celui qui suit le plus le cyclisme féminin, donc je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que Juliette Berthet a une chance? Est-ce que ça peut être son jour sur les Strade Bianche? Je vois qu'elle a fait un bon résultat sur l'homme loop, que l'année dernière, elle avait terminé 4e des Strade Bianche. Est-ce qu'avec une stratégie d'équipe FDJ Suez, même si Demi Vollering est peut-être un cran au-dessus en termes de niveau et qu'elle, si elle veut, elle part toute seule, est-ce que ça peut pas être le bon jour pour Juliette Berthet? Pourquoi pas? Après, je pense que si elle gagne, je m'attends plus à ce que Vollering la lui laisse, qu'on ait une arrivée comme on avait pu voir avec Van Aert qui laisse à la porte il y a quelques années sur Gand-Wevelgem, il me semble, plutôt qu'une vraie stratégie où Berthet part en éclaireur devant et que personne ne roule parce que ça ferait le risque de ramener Vollering. Mais c'est vrai que c'est ce qui a été un peu remarqué, c'est que ce soit Berthet ou même pour Evita Music, elles ont l'air plus fortes quand elles travaillent pour Vollering que quand elles ont leur carte perso depuis l'année dernière. Donc à voir, mais elle peut en tout cas viser une belle place, ça sans doute. Ouais, on suivra ça avec attention, évidemment. C'est vrai que Juliette Berthet, j'ai souvenir qu'elle était forte l'année dernière sur les Strade Bianche, près de Demi Vollering, c'était assez impressionnant. On verra ce qu'il en sera ce week-end, mais en tout cas ça promet de sacrées courses, là, tout ce qu'on va avoir à suivre. On sent l'autre vraie question, c'est à quelle place, mais qui sera évidemment pas la première, va finir Nivadoma? Oh, ça, tu peux te lancer sans trop te mouiller entre 2 et 6. Ah, sachant que 2, elle l'a déjà fait samedi. Ah oui. Donc peut-être qu'elle peut se lancer sur un enchaînement comme Paul Magnier l'avait fait en début de saison de l'année dernière, un petit enchaînement de 2e place. On verra ça. En tout cas, parce que du coup, j'ai eu envie d'aller chercher, parce que j'aime bien les stats, je sais que Mickaël t'aime bien les stats aussi, Kasia Niewiadoma, quand elle finit Strade Bianche, elle est toujours dans le top 10. C'est-à-dire, au mieux, elle a fait 2e, au pire, elle a fait 9e, mais elle n'a jamais gagné. Pour l'instant, sachant qu'elle l'a fait, elle était au départ chaque année depuis 2015. Est-ce que cette année, ça sera la bonne? Bon, en tout cas, la Polonaise n'est pas connue pour être une grande gagneuse. Ça avait un petit peu changé en 2024. On verra bien, on suivra ça. En tout cas, elle fait forcément partie des noms à suivre, comme aussi, et je rajoute une Elisa Longo Borghini derrière le duo Vollering-Ferrand-Prévot. Écoutez, voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a pas mal
débroussailler tout ça avec vous, messieurs, sur le bilan du début de saison et se pencher un petit peu sur les courses qui arrivent, Paris-Nice, Tirreno Adriatico, l'Estrade Bianche, etc., etc. Il y a pas mal de choses très intéressantes qui arrivent à suivre. Voilà, écoutez, je vais vous dire merci beaucoup. Merci Hugo, Louis et Mickaël de m'avoir accompagné pour ce podcast, d'avoir apporté vos questions, vos analyses, vos avis pour tout ça. Pour le prochain podcast Chasse Patate, eh bien on se retrouve dans 2 semaines, après Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Et en attendant, mais le prochain Chasse Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse Patate.